Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Culture et vous sur Agora Côte d'Azur. Avec ce soir un invité, que dis-je, hors norme extraordinaire, il n'est ni moins que le créateur du Magic de Monaco, mais pas que, aussi le CEO de Shibuya Productions et tout récemment le créateur du manga Blitz sur les échecs. Avec nous ce soir, Cédric Biscay. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Avec moi également mon comparse de toujours, Jonathan Cheltiel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, invité spécial sur, du coup, on va parler un peu de la carrière de Monsieur Biscay et surtout de son manga Blitz, qui est en gros, qui parle d'échecs, mais pas que, aussi d'aventure, de shonen, le cœur, l'amour, l'amitié, la totale, qu'on peut voir. Les gens qui nous voient en vidéo peuvent voir le magnifique manga que tient Jonathan dans sa main. Et avant ça, Merci j'ai beaucoup. demandé à Cédric de me donner quelques informations sur des objets cultes qu'il affectionne, des icônes, et on en reviendra au fur et à mesure de l'émission. On va ouvrir le bal avec le choix console de Cédric qui n'est autre que l'Amstrad CPC 464. Alors, pour mettre un peu en place, il y a une marque qui a su démocratiser l'ordinateur chez les plus jeunes. C'est bien l'Amstrad, à une époque où il fallait choisir son camp entre les adeptes du PC, les fans d'Apple, beaucoup moins nombreux à l'époque, les Pro Atari et les fondus d'Amiga. Amstrad offrait l'accès à une gamme d'ordinateurs à prix défiant toute concurrence, vendus en grande surface. Ouais, on y reviendra, le toute concurrence, il y a un concept avec l'inflation, on va bien Non, rire. mais t'as le prospectus de Amstrad de 1986 ou quoi? Mais exactement, moi je travaille pour, je suis à fond. Donc, les célèbres CPC pour Color Personal Computer. L'Amstrad CPC est sorti en 84 en France, a connu un immense succès. C'est vendu à plus de 20 000 unités par mois et en total d'1 million en France, ce qui est énorme. Si on recontextualise, nous sommes en 1984. L'épopée, la guerre des consoles commence à peine, c'est le balbutiement. Mais surtout, Cédric, le PC à l'époque n'est pas dans tous les foyers, même loin de là. Et c'est la force de l'Amstrad, je dirais. Ah bah, c'est clair, et surtout le PC, c'était pas forcément du gaming, hein. Je veux dire, là, avec l'ordinateur Amstrad, même si ça restait quand même un investissement d'avoir un ordinateur chez soi. Moi, je me rappelle le mien, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est un Amstrad CPC 464 à cassette. Donc la version dite du pauvre, hein, où il fallait attendre une demi-heure que le jeu se charge sur une cassette de type audio. Et les riches avaient la version à disquette, le 6128, qui était quand même la Rolls-Royce de l'Amstrad de l'époque. Exactement. Et ce qui est bien avec l'Amstrad, c'est que ça a été une sorte de précurseur. Ça a lancé par la suite, pour les gens qui ne sachent pas, le début du magazine spécialisé. À l'époque, il n'y avait pas tant que ça. Et c'est Amstrad Magazine qui a démocratisé ça. Suite à ça, il y a eu des dizaines de magazines. Et comme je dis, c'est important dans un peu l'histoire vidéoludique, si on peut dire, parce que l'Amstrad a ouvert la porte. Bien sûr, quand on parle des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, ça reste très obscur de dire Amstrad CPC. Mais sans ce genre d'ordinateur qui rentrait en Non. gros dans les foyers, c'était inimaginable. L'ordinateur, c'était très élitiste à l'époque. Sachant que l'Amstrad, je crois que c'est le premier qui avait un traitement de texte pour les gens chez eux, pour faire leur compta. Ah oui, Leur oui. compta. Non, Ça n'avait mais qu'à ça. franchement, c'était un truc de fou cette époque-là, parce que tu parlais tout à l'heure des magazines et tout qui étaient spécialisés, mais il y avait des lignes de code à rentrer pour avoir des astuces dans les jeux, pour augmenter ses vies, pour augmenter des trucs. Enfin, c'est complètement une autre époque, hein. Moi, j'étais là comme un fou, je voyais ça. Tu sais, il fallait rentrer 4 pages de code pour avoir 2 vies en plus. Bon, c'est un truc de Et fou. si je dis pas de bêtises, si tu ne pouvais pas faire retour arrière, si tu faisais une seule erreur dans ton code, tu devais tout recommencer. Ah, c'est mort. Ah, c'était le concept. Mm. C'était le concept du truc. Tout était compliqué. Et pareil, évidemment, ça marchait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Ça plantait aussi, hein, les chargements de cassettes. Et hop, rebelote, tu repars depuis le départ. Et pareil, quand il y avait des niveaux à charger, bah, fallait appuyer encore sur la cassette pour charger les niveaux supplémentaires. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Mais là, tu vois, je le prends d'un point de vue nostalgique. Là, pour Clairement. moi, c'était cool, etc. Mais je m'en vois à l'époque, c'était long. Mais tu avais envie quand même Ben, de jouer. comme tu dis, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc l'attente, c'était récompensé. Aujourd'hui, justement, on est sur l'inverse en termes de culture pour le Ah ouais. divertissement. Il ne faut plus qu'il y ait d'attente. À Ah. l'époque, fallait vraiment la savourer. Bah, c'est clair, mais après, je suis pas sûr d'aimer ni l'une ni l'autre, en fait, parce que aujourd'hui, il y a trop de trucs, ça part dans tous les sens, il faut de l'instantané. Je sais pas ce qui est le mieux, quoi. Honnêtement, attendre trop longtemps, c'était relou aussi. Je pense qu'il y a un juste milieu sympa pour pas être blasé et pour pas trop attendre non plus, quoi. Mm. Et du coup, l'Amstrad, elle a une valeur sentimentale pour toi. C'est genre ton premier ordinateur de maison. Ah oui, c'est le tout premier. En fait, si tu veux, moi, je jouais des heures et des heures là-dessus, des nuits entières. Mm. Et comme c'était monochrome, mais monochrome qui va vers le vert, hein, c'est pas noir et Oui. blanc, c'est monochrome vraiment. Donc, je sortais de la chambre, si tu veux.
J'étais un extraterrestre. Donc, c'était les UV, mais pour aller sur Mars, quoi. Donc, c'était assez drôle. Et surtout, ouais, moi, j'ai passé euh, vraiment des nuits entières, des journées à jouer avec cet ordinateur. En plus, avec des jeux hyper durs. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était compliqué quand il fallait s'investir dans un jeu Ah, pour le clairement, hein. terminer. Pas tous, évidemment, mais il y avait quand même un degré de difficulté moyen qui était quand même plus élevé, je trouve, que ce que l'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, voilà, il fallait se la donner, quoi. Est-ce que tu te rappelles du prix des jeux de l'époque ou pas du tout? Ah oui, oui, je me rappelle très bien, puisque je peux te dire que sorti de l'anniversaire et de Noël, il y avait aucune possibilité, si tu veux, de faire. Bah, de mémoire, c'était 250 francs, 300 francs, C'est ça, mais c'est qui ça. pour l'époque, si tu veux, étaient un peu des prix de ouf. Mais à chaque fois, franchement, de toute façon, c'est simple. Bon, je sais qu'on a un peu de temps, que je peux raconter mes conneries, mais j'avais le jeu, déjà, je regardais pendant un quart d'heure, je pense, le dos de la boîte. Et je lisais tout parfaitement, ouais, génial, des petits screenshots avec Mais tu les sais que trucs. c'est Et la important, c'est que notice, pareil, oui. pendant des heures, quoi. La notice, ah ouais, génial, on peut faire ci. Mais c'est de la science-fiction de dire ça aujourd'hui, quoi. Ouais, clairement, Il n'y a mais même plus de notice, d'ailleurs. c'est quelque chose qui s'est perdu. Il y avait un côté Madeleine de Proust. Comme dit, il n'y avait pas Internet, tu savais pas le jeu, tu découvrais à travers la jaquette. Donc c'était un Mais objet de grave. convoitise que tu t'admirais, tu prenais ton temps, tu déblistais, tu lisais le manuel et seulement tu jouais. Il y avait. Mais, mais- mais exactement. Et surtout, je veux dire, tu faisais la même chose quasiment pour tout. Je veux dire, bon, là, c'était un petit peu plus loin dans le temps, mais Joypad, console plus, mais je pense que les numéros de l'été, le fameux numéro Le qui 3. faisait les 2 mois, Oui, mais je bien, le lisais 250 fois, clairement. ce truc. C'est fini. Ce temps-là où tu reprenais les magazines, je connaissais chaque centimètre carré du magazine. Et pareil, les jeux, des jeux à ces prix-là, je peux dire qu'avant d'en acheter un, tu l'avais regardé 450 fois dans la Ah bah, vitrine, hein. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Pour les gens qui nous disaient, oui, la PlayStation 5, elle est super chère, les gens ils la vendent super cher maintenant, elle a 800 000 euros. L'Amstrad à l'époque, donc la version simple coûtait 1900 francs et la version un peu plus haut de gamme avec 7 couleurs. Ça, c'était vraiment le 7 couleurs monochrome, c'était pour les Richards. 3500 francs. Et si on calcule avec l'inflation de l'époque, c'était entre 800 et 1000 euros aujourd'hui, Ouais, ouais. Non, non, c'est clair que c'est une fortune, hein. C'est une fortune. clairement. Donc voilà, l'Amstrad, c'était ton premier bijou, entre guillemets. C'était ta première Madeleine de Proust vidéoludique, c'est ça? Ah, mais grave, grave. Parce que tu sais qu'il y avait une légende qui disait que les consoles de jeux abîmaient les télés à l'époque. Je sais pas si Oui, oui, clairement, clairement, oui. c'était la Mais légende urbaine. Donc, si tu veux, pour pallier à ce problème, si tu avais un ordinateur, tu vois, tu faisais chez personne et il n'y avait pas ce truc, cette légende urbaine qui avait cours chez toi, quoi. on est d'accord. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler un peu de ton parcours, Cédric. On va parler un petit peu entrepreneuriat. On parlera forcément une énième fois du Magic. Euh, dans ton parcours, rien ne te prédestinait pardon, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Je pense que c'est même intéressant pour les personnes, et notamment les plus jeunes, de se dire que rien n'est acté dans la vie. Et même si les notions de hasard rentrent parfois en jeu, comment tu te retrouves d'étudiant à Nice, Sophia Antipolis, si je ne dis pas de bêtises, à faire du consulting pour des grandes entreprises japonaises? Alors, bah oui, c'est vrai que dit comme ça, il y a vraiment aucune raison à la base. Mais je pense que c'est grâce au Club Dorothée déjà. Si dans mon CV, en fait, à l'époque, j'aurais dû mettre fan du Club Dorothée. Je pense que déjà, ça ouvrait des perspectives. Moi, tout bêtement, on en revient au CPC et tout ça. Moi, j'aime les jeux vidéo et les dessins animés. Les jeux vidéo, bah, c'était voilà mon truc de fou. Les émissions à la micro-kit, etc. Enfin, je loupais rien. Et évidemment, que côté dessin animé, bah, Récréa 2, Club Dorothée. J'ai été biberonné à ça comme beaucoup de gens de notre génération. Et par contre, je me suis toujours dit que je voulais travailler là-dedans. Mais je veux dire, je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est juste Mm. que je voulais travailler dans cet univers, euh, jeux vidéo, dessin animé, je sais pas quoi, mais en tout cas, travailler là-dedans. Et j'ai tout de suite capté que ça venait du Japon, les jeux et les dessins animés qui m'intéressaient le plus. Donc, je me suis rapproché de ce pays-là. Et quand tu dis que effectivement je fais du consulting, alors ça, je le fais moins qu'avant, hein, le consulting, parce que maintenant je fais Oui, beaucoup de forcément. prod et tout, mais c'est vrai que j'ai toujours cette boîte d'ailleurs de consulting, mais pendant 15 ans, ben, j'ai aidé les entreprises étrangères à se développer au Japon dans tous les domaines. C'est ça qui est ouf, parce que moi je voulais vraiment travailler avec le Japon, mais il faut savoir que dans le consulting ou autre,
c'est pas facile de faire de l'argent dans le jeu vidéo et les dessins. Alors, les jeux vidéo, ça a bien changé parce que maintenant, il y a beaucoup d'argent. Mais dans le monde du manga, du dessin animé, etc., on peut pas dire que c'est, enfin, tu vois, c'est pas le monde de la mode, de l'automobile, etc. Il y a Ah quand non, même non, des budgets, voilà, des budgets c'est différents. cloisonné, hein, et les places sont chères. Exactement. Les places sont chères, pardon. Bah, surtout quand tu parles de consulting, c'est-à-dire d'aider les gens à se développer au Japon, je veux dire, ils n'ont pas forcément les moyens de prendre des consultants. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans des domaines qui n'ont strictement aucun rapport. Donc, je travaille dans le domaine spatial, les énergies renouvelables, l'électrique. Enfin, évidemment, j'ai aucun background là-dedans. Hein, je ne connais rien. Hein. C'est juste mon plus, c'était de présenter les bonnes personnes au Japon parce que j'ai créé au fur et à mesure un réseau. Et il n'y a pas de miracle dans ce réseau, il n'y a pas de tour de magie. C'est juste qu'au Japon, lorsqu'on a réussi un premier projet et que quelqu'un nous a introduit une personne, ben, en fait, il va nous introduire à plein de personnes après parce qu'on est quelqu'un de confiance. Et en fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas de tour de magie là-dedans. C'est juste que j'ai fait ce que j'avais dit au départ et ça s'est transformé avec un effet boule de neige où j'ai créé un super réseau. J'en profite pour rebondir sur ça. Ça va sûrement être abstrait pour beaucoup de personnes de se dire que n'importe qui ne peut pas travailler avec le Japon et gagner la confiance des Japonais, c'est assez compliqué. Il faut montrer patte blanche 25 fois et seulement peut-être à la 25e fois, il y a une ouverture. On est un peu, comme tu dis, sur une sorte de code d'honneur à la Bushido où il faut tenir sa parole et ses engagements. Et au dire de certaines personnes là-bas, si Goku, sa technique secrète, c'est le Kamehameha, la technique de Cédric Biscay, ce serait l'Omotenashi, c'est ça? Ah, je vois qu'il y a du. Ah, je te laisse traduire. Ah non, non, non. Ah non, non, moi je ne donne aucune information, je ne divulgue aucun de mes secrets. C'est vrai, c'est un scandale, Cédric, c'est un scandale. Alors, l'omotenashi, c'est l'art de recevoir, de faire plaisir à ses convives, mais de manière très, on va dire, pas rituelle, non? C'est ça? Si je ne m'abuse sur mes mots? Non, mais ça rejoint un petit peu ce code global, le codex, Japanese Codex, qu'on va dire. Mm. C'est un mélange entre code de l'honneur, voix du samouraï, le bel emballage, tout ce qui concerne en fait les us et coutumes de la société japonaise, mais ancestrale et actuelle. Et pourquoi je te fais la blague sur Bokenachi, c'est que un truc, parce que les gens disent toujours, mais toi, tu parles japonais. Mais je parle pas japonais. Mais les gens oublient toujours que je parle pas un mot de japonais. Ouais. C'est ce qui veut dire que c'est pas une obligation de pouvoir de travailler au Japon, de parler japonais. Comme ce que tu dis tout à l'heure, je partage pas entièrement. Tu dis que c'est pas donné à tout le monde de travailler avec le Japon. Bah si, justement, moi j'en suis la preuve vivante. C'est donné à tout le monde, mais par contre, évidemment, il y a des codes. C'est pas facile, par contre. Oui, Honnêtement, c'est pas j'aurais facile. plutôt dû présenter le côté Bah, serpenteux. non, mais Voilà. parce que les gens ils disent toujours oh là là, ouais, le Japon, moi c'est pas pour moi, machin et tout. Non, non, il n'y a pas de. Bon, moi je connais des gens qui parlent parfaitement bien japonais, ils font rien au Japon. Mais vraiment. Donc c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Si on doit résumer, pour moi, effectivement, c'est la voie du samouraï, c'est tu fais vraiment ce que tu dis, tu restes humble, tu poursuis ta route, et en fait, de manière tout à fait automatique, logique, les portes s'ouvrent, pas par magie, hein, juste parce que bah, c'est des checkpoints, quoi, tu vois, comme dans Sega Rally. Putain, j'ai des vieilles refs, moi. Mais c'est J'aurais pu parfait. trouver Non, non, un peu non, plus c'est récent, quoi, parfait, c'est bordel. Garali, Cédric, c'est parfait. John, Voilà. est-ce que tu as une question pour Cédric? Je voulais juste voir si tu allais parler de ces projets de jeux vidéo parce que je voulais directement permuter sur un, Vas-y, lance-toi. ouais. Allez, je me lance. Vous êtes, enfin, on peut se tutoyer, hein, c'est bien Ouais, ça? ouais, on peut se tutoyer, bien Allez. sûr. Tu es connu pour déterrer des projets qu'on ne pensait ne pas voir le jour. Donc, serait-il possible que tu sois l'homme providentiel pour Half-Life 3? L'Arlésienne, quoi, putain. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc que personne ne veut sortir, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Tu es Alors, t'es devenu le That Guy sur ça. ouais, ok, le Walking Dead. À chaque fois qu'il y a un jeu Walking Dead, il est pour moi. C'est Alors, ça. Donneur d'espoir, j'ai envie de dire. alors, honnêtement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est même pas dans des discussions plus ou moins, voilà, plus ou moins avancées ou quoi. Non. Ce qui s'est passé avec Shenmue, c'est particulier parce que Shenmue, c'est un jeu que j'adore et j'ai une histoire avec ce jeu et c'est vrai que c'est un petit. Je sais pas, j'avais lancé une boutade un jour comme quoi, voilà, j'allais faire en sorte que le 3 puisse sortir.
Mais c'était vraiment une boutade, honnêtement. Je pensais pas que, parce que ça, je parle de ça 2 ans après, je crois que voilà, le Shenmue 1 et 2 soient sortis. Donc c'était vraiment pour la blague. Et c'est vrai que moi, j'étais frustré de ne pas avoir la suite. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en gros, c'était ça mon pitch. Mais ça, c'est des délires qu'on se fait entre nous en général. Je suis pas en train de vous expliquer à tous les deux que tout est prémédité. Non. J'avais prévu de sortir ça. Non, aucun rapport. Mais c'est vrai que quand l'opportunité est arrivée, et c'est une opportunité finalement que je me suis créé, hein, c'est pas arrivé par magie non plus. Et ben du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait le deal et j'ai sorti Shenmue 3 avec mon équipe. Mais par contre, c'est vrai que voilà, pour d'autres jeux, on pourrait pas suivre le même cheminement, quoi. Très bien. On retourne dans le passé. On est en 2002. On est au Japon et tu pars taper à la porte notamment de IG Studio, alors, qui est une société de production de films et de séries d'animation japonaise très connue, à qui on doit, pour les gens qui connaissent peut-être, mais qui ne connaissent pas IG Studio, Ghost in the Shell notamment. Et c'est là normalement que Netflix achète les droits pour adapter ça en série sur ta vie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe du coup, IG? Raconte-moi cette anecdote qui est assez folle. IG, c'est un peu particulier parce que si on se remet dans le contexte, en fait, moi, je débarque au Japon, je connais rien, et je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire ce que j'ai déconseillé à plein de gens, c'est-à-dire faire du porte-à-porte auprès des studios. Et moi, je veux voir les boss, parce que pour moi, il n'y a que les présidents qui décident. J'y connais rien. Je rappelle, 2002, voilà, je suis pas encore tout à fait très vieux, et donc je ne connais rien à la vie, évidemment, et surtout pas au business. Donc j'y suis avec un vieux costard, enfin il était neuf, hein. J'ai toujours cette anecdote, je suis obligé de la raconter à chaque fois parce que je me rappelle, c'est moi que j'ai été l'acheter à Carrefour, ce costard Tex, avec une cravate, mais comme as, mais c'était un bavard la cravate. Et d'ailleurs, j'ai un costard en Mais je vois ce que tu dis, c'est ridicule. à l'époque, t'as les premiers costards, on dirait que tu portes des chaussettes. Mais On non, dirait pas mais des- grave. Et moi, parce que je sais que les Japonais, ils sont tous en costard. En fait, à cette époque, encore plus que maintenant. C'est-à-dire que tous les mecs dans la rue sont en costard. Je veux dire, mais peu importe son job, il n'y a pas une histoire de lui, il est banquier, il est en costard, et l'autre, il est ouvrier, il n'est pas en costard. Donc, les mecs, tous, ils sont en costard. Donc, je ne comprends pas. Et je me dis, bon, il faut que je sois en costard. Donc, je vais taper au port de studio. Je me prends que des vents, hein, évidemment, parce que personne m'attend et tout le monde s'en fout. Et voilà. Sauf que quand j'arrive, le destin veut que quand j'arrive chez IG, c'est ma dernière chance du voyage. Donc, en gros, moi, dans ma tête, je fais le rendez-vous quoi qu'il arrive. Donc, j'y vais encore plus motivé que pour les précédents rendez-vous. Je me suis pris les vents, quoi. Donc, j'y suis, je rentre, je dis que je. Alors, non, ça comprend pas bien l'anglais. Moi, j'ai un anglais de français, donc bon, imagine la scène. On me fait comprendre que c'est pas possible, hors de question d'avoir le rendez-vous avec le boss ou qui que ce soit, puisque c'est pas prévu d'avance. Sauf que là, moi, je dis, bon, bah, moi, non, moi, il me faut un rendez-vous, etc. Et j'insiste, ce qui est très rare aussi au Japon et pas très poli, avec le recul, évidemment, voilà, mais en tout cas, je le fais à l'époque. Et on me dit, bah, attendez, voilà, on verra. J'attends 7 heures. J'attends 7 heures. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone. Enfin, il y a des téléphones, mais vu que je ne suis pas japonais, j'ai pas le. Il y avait le iMode à l'époque, je me rappelle, mais j'avais pas iMode. Mais il y avait des pubs iMode de partout. Et donc, 7 heures plus tard, il y a le boss de IG qui vient, qui descend, et je peux faire le rendez-vous. Voilà. Donc, je monte à l'étage. Ça parle pas anglais, évidemment, comme d'hab. Je parle toujours pas japonais, et puis c'est toujours un anglais pourri. Donc, à force de dire 2, 3 banalités, enfin de trucs, de mots sortis de leur contexte, etc., il arrive à comprendre que je suis un fan, quoi, pas un fan de IG, hein, parce que c'était pas du tout l'esprit dans lequel j'allais voir IG, même si évidemment Ghost in the Shell, tout ça. Mais un fan du Japon et que j'avais envie de travailler dans la pop culture japonaise. Et contre toute attente, il me propose un deal, c'est-à-dire de les représenter lors de leur prochain event. Et puis moi, je vois qu'il y a un event qui s'appelle Imagina à Monaco. Et donc, je propose de faire cet event à Monaco et je représente IG donc à Imagina à Monaco. Et c'est mon premier deal. Et ce deal, comme il est réussi, parce que c'était pas très compliqué après de représenter une entreprise, du coup, il a commencé à me présenter à d'autres boîtes et ça a démarré comme ça. J'aime beaucoup cette anecdote, elle est très sympa. Très sympa. Et comme tu dis, j'aime le fait que ce ne soit toi qui arrives, qui ne parle pas un mot de japonais, parce que c'est au-delà de faire la phrase qui est un peu vraie, le côté shonen, le côté success story, on met des guillemets sur ce mot-là, c'est pas pour glorifier, mais c'est aussi ça, à mon avis, la force d'être, qu'on appelle entrepreneur, c'est essayer de te donner ce genre d'opportunité
quitte à risquer de tout pour le tout. Et c'est là qu'on voit que ça paye, c'est le travail derrière aussi, mais c'est une très bonne Non, anecdote. mais honnêtement, c'est ça, parce que tu vois, moi dans mon cas précis, alors déjà, moi, je pourrais jamais parler de success story parce que ça peut jamais, tu peux jamais le dire à toi-même, sinon, ou alors tu Ah as, non, non, bien un sinon, ego bah, démesuré. exactement. Mais par contre, la réalité, c'est que c'était galère story. Ah oui, mais Honnêtement, oui. c'était Mais que des galères parce que tu sais, je te donne juste, parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Quand je te dis que j'y vais avec un costard texte acheté chez Carouf, c'est que j'étais au taquet de ce que je pouvais faire. Moi, j'étais dans des guest house, c'était à 30 bornes de Tokyo. Il fallait prendre un bus, il fallait prendre un train et un autre train, le métro, etc., pour arriver au centre de Tokyo. La chance, c'est que les studios d'animation sont un peu en banlieue, parce que c'est un truc de pauvre, hein, l'animation, il faut bien se le rendre compte. Donc, c'est pas au centre de Tokyo, donc c'était un peu moins loin. Mais moi, j'arrive dégueulasse. Je transpirais, l'été, il fait 40 degrés. Enfin, l'humidité au Japon, c'est un truc de fou. Il n'y a rien qui est fait pour que tu réussisses tes rendez-vous. De toute façon, là, dans le truc, dans le contexte. Donc, j'arrive là, tu vois, t'attends 7 heures le truc. Bon, c'était. Voilà. Je pense que si ça n'avait pas été le dernier rendez-vous avec, tu vois, toute la pression que ça avait pour moi, il fallait que le voyage serve quand même à quelque chose, etc. Bah, j'aurais peut-être pas attendu autant. Parce que là, je te balance ça, attendre 7 heures, je pense que personne ne sait ce que c'est vraiment. ah oui, non, Vraiment mais tu attendre m'étonnes. 7 heures, un rendez-vous, tu vois, là, c'est pas un truc, c'est pas aux urgences à l'hosto ou c'est pas un truc, tu attends 7 heures, tu sais pas si tu vas avoir quelque chose, ils vont pas à un moment donné fermer l'entreprise, ils vont dire, bon, bah, c'est bon, on a fini notre journée dégagée. Tu sais rien de tout ça. Donc, c'est vrai que voilà, maintenant avec le recul, tu dis ouais, cool, heureusement que je sais rien, comme ça je fais le truc, mais sinon tu te dis ouais, je sais pas, tu vois, tu mets toujours des barrières là où tu n'en as pas, quoi. Et comme dit, c'est l'entrepreneuriat, le travail. On voit souvent ce qui est la phase qui sort de l'eau, un peu comme l'iceberg, les réussites trucs, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en amont, tout ce qui a été fait. C'est ce que je retiens les gens en général, malheureusement, ou bien heureusement, Ouais, oui. ça dépend. On va forcément parler de nostalgie. On va parler du Magic. Hein. Ah. Je regrette d'être la personne, la 500e personne qui va te poser cette question, mais toute parenthèse gardée, j'ai beaucoup de gens autour de moi et pourtant je traîne dans ce milieu-là où je suis toujours étonné de voir que les gens ne connaissent pas forcément le Magic à chaque fois. Encore moins quand c'est à côté de chez nous, encore moins quand je dis que c'est gratuit, encore moins quand je dis qu'il y a le genre de nom qu'il y a. Donc Cédric, pour la 500e fois, et tu sais que ça fait un moment qu'on attend le Magic. Le Magic, comment c'est né? Voilà, il y a encore une anecdote sympa, évidemment, puisque c'est né de. Voilà, en fait, bon, j'ai créé Shibuya Productions en 2014, donc la nouvelle société donc, qui est à Monaco. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'invite des gens pour un dîner de gala à la base pour célébrer en fait l'ouverture de cette entreprise. Alors les gens dont je parle, c'est nos partenaires historiques avec l'autre entreprise, etc., des grands artistes, des grands producteurs et autres. Là où j'ai été surpris, c'est qu'il y en a énormément qui ont répondu positivement, sachant qu'ils sont localisés principalement au Japon, un peu aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu ces retours, en fait, je me suis simplement dit, ça serait trop con d'avoir toutes ces stars qui sont là et de ne pas en faire profiter un public. Parce que là, sinon, c'était juste on dîne ensemble, on se fait la célébration et chacun repart. Et l'idée de faire le Magic est venue à ce moment-là, de créer une véritable ouverture vers le public, vers des personnes qui n'ont pas l'habitude en fait d'accueillir des personnalités de ce renom-là. Parce que c'est vrai qu'on a un réseau qui est important. Et dès le premier Magic, on avait l'auteur de Captain Tsubasa, il y avait le créateur de Sonic, Yuji Naka, il y avait Yoshitaka Amano, il y avait pas mal de monde. Et ça s'est fait. Ça s'est fait à la cool, tranquille, quasiment immédiatement, puisque le Magic, il s'est organisé le premier en 5 mois. Pour les gens qui ne sont pas dans le milieu de l'événementiel, 5 mois, c'est une fenêtre, mais microscopique pour communiquer, c'est même impossible. Et communiquer. Alors, si le problème c'était que communiquer, je te dirais que c'est une chose, mais c'est surtout organiser, parce que c'est petit pour l'organisation. Parce que pendant 2 ou 3 mois, j'étais tout seul. Parce que la boîte, elle venait d'être créée, j'étais seul à l'organiser. Donc, je répondais aussi bien au téléphone au mec pour faire des prints que pour un méga artiste de la mort pour ses billets d'avion. Donc, après, moi, j'ai toujours connu ça, j'ai toujours fait beaucoup de choses voilà, à tous les niveaux, donc c'est pas un problème, mais c'est pour dire que le premier Magic était clairement pas simple à organiser. Et après, par contre, on a toujours voulu faire quelque chose de très qualitatif. Alors évidemment, sur la qualité intrinsèque avec les auteurs qu'on a et autres, mais aussi sur la partie publique. C'est-à-dire qu'on limite volontairement la jauge d'accès au Magic. Effectivement, c'est gratuit, mais c'est limité. Parce que j'ai trop eu l'habitude, moi, en tant que visiteur d'événements,
je ne vais pas les citer, on les connaît tous, mais en fait, d'aller à des événements où il y a beaucoup trop de monde, Oui. où tu ne vois jamais les artistes, tu n'as pas de dédicace, tu n'as pas d'expérience. En fait, tu vas dans ces événements pour rencontrer d'autres fans et tu rencontres tes potes, en fait, dans ces événements. Oui, Et OK, ça on est marche. d'accord. C'est des Voilà. rassemblements, c'est des halls de supermarché sans manquer de respect aux personnes qui organisent ça, de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Parce que mais pour moi, c'est autre chose. C'est Ouais, jamais ce tout que à j'ai fait. voulu, Tout ce à que fait. j'ai voulu Mais organiser. Et d'ailleurs, j'ai l'expérience d'avoir organisé ça, puisque en 2013 à Monaco, avant que je crée cette société de production, il y avait le Max, on a fait le MAGS avec les gens de Toulouse Game Show. tout à Et fait. donc, c'était un événement très grand public, effectivement, une foire, hein, il faut l'appeler comme elle est. Donc, j'avais l'auteur de Gonagai, j'avais fait venir l'auteur de Gonagai et quelques autres personnalités. Et c'est vrai que moi, c'est pas ce qui me plaît. Moi, ça me plaît pas d'avoir 250 stands, d'avoir 10 000 personnes. Et encore, là, c'est petit. Hein, Oui, et encore le à Max, Monaco, voilà, on a eu 10 pour 000 ceux qui l'ont personnes. fait, c'était quand même très qualitatif parce que c'était quand même un sein plus fermé du fait que ce soit à Monaco. C'était loin de la cohue et c'était très bien sur ce Oui, point-là. mais après, moi, je préfère vraiment le positionnement du Magic. C'est-à-dire mettre tout sur les conférences, avoir des dédicaces où la plupart des gens vont arriver quand même à avoir quelque chose. Alors, c'est pas garanti qu'ils aient tout le temps quelque chose, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de chances au Magic. Moi, c'est ce que je veux, voilà, un événement vraiment très, très qualitatif. Parfait. Mais ça se ressent et c'est pour ça que chaque année, en tout cas, nous on y va. Le mec insiste, nous on y va. Non, mais après, c'est vrai. Alors, paradoxalement, parce que ce que tu dis est vrai, je veux rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est pas très connu des gens qui vont aux conventions. En fait, c'est très connu des professionnels. Exactement, ouais. C'est très connu des spécialistes, par contre, de ceux qui savent que pour avoir des dédicaces, c'est là que ça se passe. Exactement, ouais. Mais par contre, c'est vrai que le grand public je sais pas comment l'appeler, ce grand public, mais en tout cas le grand public qui va dans les conventions de type foire, qui est intéressé par les stands pour acheter des produits dérivés, c'est vrai que c'est pas ce public qu'on a. Ah non, clairement. Mais tant mieux parce que je pense pas que c'est l'essence du Magic, c'est pas ça. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas. Pour moi, c'est la conférence de presse ouverte au public, mais avec un grand C pour conférence. C'est une journée à part que tu verras, soit fan ou autre même de ces événements. Tu apprends des choses. En général, quand tu es en convention, encore une fois, sans manquer de respect, tu n'apprends pas forcément des choses. C'est une petite bulle pendant 24 heures et c'est très agréable. On a voulu faire ça. Je veux dire, c'est vraiment la combinaison de art, science et éducation. On regarde ce qu'on a fait, la conférence qu'on avait fait avec Leiji Matsumoto, l'auteur d'Albator, et Jean-François Clairvoy, l'astronaute. Tout à fait. Voilà, c'est ça le Magic. C'est exactement ça qu'on a envie de faire. C'est très bien résumé. John, rebondis donc sur le Magic. Je t'en prie, vas-y. Tu as pléthore de choses à dire, je pense. Et une anecdote de vie aussi. Oui. Déjà, je commence par mon anecdote. Vas-y. J'avais un comic relief durant tout le confinement. Vraiment, le truc qui m'a fait mal au cœur, c'est « Ah, les gars, vous inquiétez. » Enfin, ça aurait pu être pire. Hein. On aurait pu annuler le Magic et pas voir Michael Madsen. Il me l'a sorti tous les jours. Il me l'a sorti tous les jours. J'étais là, j'étais avec mon coffret Kill Bill et je pensais qu'à ça. Michael Madsen, c'est vrai. C'est Sin City, c'est Reservoir Dogs, c'est Kill Bill 2, c'est un génie. Mais en plus, il est très très sympa. On se téléphone de temps en temps parce qu'on a un très bon feeling. Et lui, bon, c'est une petite anecdote, bon, pas très cool sur ce qui lui est arrivé, mais quand il y a eu les gros incendies à San Francisco, côté de Los Angeles, etc., il y a sa maison qui a été ravagée. Et le sabre de Kill Bill qu'il avait gardé, par exemple. John est dégoûté. Ouais. Oui, vraiment. Ça fait mal. Il y a un documentaire qui va sortir là-dessus d'ailleurs. C'est vrai, putain, c'est fou. Je l'ai vu en avant-première justement. D'ailleurs, mon dernier voyage aux États-Unis, j'ai vu ce documentaire en avant-première parce que ça fait 1 an que je suis pas allé aux États-Unis, même plus d'1 an parce que c'était en février dernier. Enfin, février il y a 1 an du coup. Et Michael Madsen, l'avantage c'est qu'il sera là au prochain Magic parce que justement, il veut vraiment venir. Donc, voilà. Mais ça, c'est des gens qui jouent vraiment le jeu parce que vous avez bien compris. Il n'y a pas de tour de magie dans tout ce que fait Shibuya Production. Donc, c'est-à-dire que le Magic, on se permet de ne pas faire payer l'entrée aux personnes et de faire une jauge limitée. Vous me direz, mais c'est quoi le business model? Justement, le business model, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que les invités comme Michael Madsen, en fait, ils ne prennent pas de cachet. Et c'est pareil pour Wesley Snipes, pareil pour Dolph Lundgren, alors que dans tous les autres événements, ils demandent des cachets. Donc, c'est comme ça. Il y a un feeling, il y a une présentation des choses, il y a, je ne sais pas, mais en tout cas, on fait ce qu'il faut pour que ces gens-là, qui sont très sympas, comprennent
que c'est un truc fun et qu'on n'est pas dans un business à la Comic-Con, quoi. Et ça, Merde, ça j'ai se dit ressemble. Comic-Con. Merde, on coupera. Je ferai un mute, je mettrai un bruit. Comic-Con à l'étranger, hein, évidemment. Hein. Bien sûr, bien sûr. Continue, John, vas-y. Non, ça se ressent totalement, les invités, enfin, ayant fait beaucoup de conves, c'est totalement différent, ça, je suis d'accord. Donc, je vais poser une question toute simple. Après l'annonce des réouvertures et d'un retour à une vie normale prochainement, pourrait-on avoir un avant-goût du Magic 2022, même si tu as déjà donné un petit nom Bah, disons qu'il y a alors je vais pas donner de nouveaux noms, mais déjà il y a tous ceux qui sont déjà validés. Il y a quand même, il faut se rappeler qu'il y a Yoichi Takahashi, le créateur d'Olive Top, qui sera là. Qui avait Donc fait la Michael magnifique Madsen. affiche, d'ailleurs. Voilà. Il y a Kojima-san, alors pas Kojima de Metal Gear Solid, mais Kojima de Castlevania, illustratrice qui sera là. Voilà. Il y a quelques autres déjà invités, autres hein, qui sont déjà. Et bien il y a Koji Igarashi d'ailleurs le game designer de Castlevania également. Enfin bon, voilà, il y a du monde, il y a du monde. Du beau monde, comme d'habitude. Est-ce que, par hasard, hier, vu qu'ils ont annoncé la fin du tournage de Cobra Kai saison 4, il y a moyen de faire quelque chose? Peut-être à côté de... Vous êtes juste à côté du jardin japonais, faire, je sais pas, une expo sur les bonsaïs, peut-être, un minimum, je sais pas, une petite... Ça pourrait être non, mais franchement, en plus j'adore Cobra Kai. Et j'aimerais beaucoup avoir, j'aimerais avoir les trois, quoi. Je dirais, parce que pour moi, il faut incroyable. Larousseau, j'ai oublié le nom du vieux, enfin pas du vieux maître, mais de la tête de con là qu'on a frapper à chaque fois là. Ouais, j'ai plus son, mais on voit. Voilà, on sait qui. donc Ouais. voilà, les trois héros là. Ça pourrait ce serait top. Tu dis, dans le jardin japonais de Monaco juste à côté, vous tournez une petite vidéo en mode cours de karaté, ça peut être incroyable. Je donne ça, faites-le. Ça serait top. Honnêtement, ça serait top. T'as d'autres questions, John, par rapport à ça? Non, j'ai des étoiles plein les yeux. Très bien, parfait. Par rapport à Attends, pour Cobra l'instant, Kai. ils sont pas là. Hein. Oui, non, mais pareil, je vis que pour ça. On va doucement arriver dans la seconde partie de l'émission où on va parler de Bleach, le manga de Cédric Biscay. Juste avant, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, j'ai demandé à Cédric un objet culte et il m'a donné la VHS du film Le Bon, la Brute et le Truand. Pourquoi donc, Cédric? Bah, en fait, alors j'ai même pas été assez précis sur cette VHS parce que c'est pas la VHS officielle, c'est une VHS enregistrée. Donc, c'est un de mes oncles qui avait enregistré cette VHS sur feu la 5 de mémoire. Je crois que c'est la cassette vidéo que j'ai le plus regardée de toutes les cassettes vidéo. Pas loin derrière, il y a Bloodsport, je pense, avec Jean-Claude Van Damme, mais c'est quand même Le Bon, la Brute et le Truand qui est devant. Je sais pas, pour moi c'est un film extraordinaire depuis que je suis petit en fait. La musique déjà m'a toujours fasciné, l'intro. Et puis ce truc, je sais pas, tout dans ce film, j'aime tout dans ce film, de A à Z. Et c'est la quintessence du western spaghetti, que ce soit les gens qui regardent les films ou la presse spécialisée, c'est ce qui se fait de mieux en western. Du coup, Sergio Leone, il conclut à merveille sa trilogie du dollar avec ça. C'est une œuvre incroyable. Exactement. Et puis, je pense que déjà, bon, évidemment, il y a un jeu d'acteurs complètement extraordinaire parce que les trois, là, ils sont faits pas que d'ailleurs. Hein, il y a beaucoup d'acteurs sympas dans le film. Il y a, pour moi, le final. C'est la masterpiece du cinéma, tout confondu. Après, chacun on a nos avis, mais alors moi, je crois que ça, c'est extraordinaire. C'est ouais, non, mais Tuco, tu creuses, franchement, c'est complètement ouf. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis un énorme fan de ce film qu'on a fait le documentaire sur le désert de Salé-Île. J'allais rebondir, que si vous n'avez pas vu, sachez que Shibuya a coproduit, je ne sais plus exactement, un documentaire qui s'appelle Sad Hill, qui parle du lieu de tournage de ce film qui est, j'ai plus le nom, je ne sais plus où il se trouve. Comment? C'est pas en Espagne ou en Italie? Oui, mais le nom exactement où il se trouve en Espagne, je l'ai oublié, j'en suis navré. Ah oui, non, le cimetière, il est à Burgos, il est à côté de Burgos, exactement. Donc le documentaire, il s'appelle Sad Hill Unearthed. Et là où c'est ouf, ce documentaire, c'est là qu'on voit qu'un film comme Le Bon, la Brute et le Truand, il génère tellement d'amour mondialement, si tu veux, que tu as le lead de Metallica, James Hetfield, qui est super fan, qui a accepté d'être dans le docu. Il y a évidemment Ennio Morricone dans le docu. Il y a Joe Dante, le réalisateur de Grimm Hills,
qui est hyper fan du Bon, la Brute et le Truand. Et puis évidemment, alors là, c'était inespéré, mais Clint Eastwood qui a accepté Incroyable. d'être dans le docu. Et il est vraiment, il a participé au docu. Hein, c'est pas juste des images de Clint Eastwood. Mm. C'est complètement dingue. Et moi qui suis allé évidemment à plusieurs reprises dans le cimetière de Sad Hill, ça te fait quelque chose, quoi. Si tu es fan d'un film, mais vraiment fan de ouf, comme moi je suis fan du Bon, la Brute et le Truand, et que tu vas dans l'endroit où se passe le film, c'est indescriptible ce qui se passe. Parce que c'est dingue. Enfin, moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma life, c'est lorsque j'ai été dans le cimetière de Sad Hill, qui a été justement déterré pour l'occasion. Et d'ailleurs, j'ai plein d'anecdotes, hein, mais une des anecdotes sympas, c'est qu'on a eu Ayam qui est venu au Magic. Je ne sais pas si c'était au dernier Magic d'ailleurs, en Tout à fait, oui. 2019, du coup. 19, ouais. Eux, ils sont fans absolus de ce film et je le savais. Et j'avais mis une tombe Ayam dans le cimetière de Sad Hill. On leur a pris en photo et on C'est leur a génial, offert. ça. Ils étaient comme des tarés. Ah bah, Et tu pour m'étonnes. nous remercier, dans leur clip Omotesando, on voit la tombe avec marqué Magic et tout. Oh, mais c'est Enfin, charmant, voilà, je savais pas, c'est Mais excellent. Akhenaton, il est génial, ce mec. Moi, c'est pas des gens que je connaissais perso, mais Akhenaton, lui, il est génial. Il est validé à 4000%, le type. Ouais, non, mais C'est super. il est trop génial. On a eu des conversations de ouf à base de Dragon Ball, de Sadie, enfin tout ce que j'aime, quoi. Je pense que lui, il est au top. Mais c'est beau les passionnés pour ça. Comme je disais, il y a une phrase, c'est les passionnés sont des gens passionnants. Oui. On switch, on va parler du coup de ton bébé, de ton nouveau bébé, c'est le manga Blitz, du coup, qui est dessiné par Daitaro Nishihara, excusez-moi, Oui. un japonais désastreux. Oui, mais je vois que l'accent, t'as bossé l'accent là. J'ai tenté, au moins j'ai tenté quelque chose. Et supervisé et parrainé par Gary Kasparov, donc le génie des échecs. Le pitch, Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle Harmonie. Apprenant que celle-ci se passionne d'échecs, il décide de s'inscrire au club du collège, mais il n'en connaît pas les règles. Il n'a donc pas le choix. Il doit apprendre à s'entraîner sérieusement. Très vite, il découvre l'existence de Gary Kasparov, le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Lors de ses recherches, Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les plus mythiques du maître. Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce, malgré lui. Blitz, c'est un vrai coup de cœur, dans le sens, non pas parce que tu l'as, mais dans le sens que je suis très grand consommateur de mangas depuis petit. À côté de ça, je travaille avec les librairies alphabétées, donc j'en lis énormément des mangas. Et ce qui m'a frappé avec Blitz, c'est que c'est un manga japonais. Ça peut paraître dire de dire cette phrase à voix haute, en fait, mais il n'y a pas le terme pour le manga français. Il y en a quand même de plus en plus, sauf que quand vous prenez Blitz, c'est impossible de savoir que c'est français. C'est impossible. Que ce soit dans le dessin, dans la manière de le storytelling, le côté shonen est présent. Et c'est bon, Cédric. C'est très bon. Voilà. Je te dis ça un peu bêtement, mais c'est très bon, Blitz. C'est gentil. On fait énormément d'efforts, hein, de toute façon, pour arriver à ce résultat. Parce qu'on travaille avec les coachs japonais et à la japonaise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive à sortir 3 tomes par an, parce que pour sortir 3 tomes par an, il faut envoyer. J'allais en venir, normalement, le manga français, c'est un peu comme la franco-belge, il y a un tome qui sort et le second sortira un jour. Ouais. Voilà, c'est ça. Et au Japon, non, c'est sans un côté un peu, voilà, mais il y a une structure un peu plus dure et que vous maîtrisez parfaitement. Et même John, qui n'est pas le plus grand lecteur de manga du monde, il a pris Blitz et il me fait, mais c'est vachement bien. Ouais, donc il a dit, c'est vraiment, c'est le shonen de base classique. On ne pourrait pas se dire que c'est français comparé à d'autres mangas faits en France, on va dire, par exemple. Ouais, mais parce que moi j'aime bien, en fait, c'est pas toujours nécessaire d'amener de la complexité. Moi, c'est ça que je veux dire. Un shonen de base, c'est pas compliqué. C'est clairement pas. Hein. Non, mais je veux dire, pour moi, les choses que j'adore le plus, c'est vrai que ça suit le schéma. Regarde, on parlait de Cobra Kai. Est-ce que Cobra Kai, c'est pas une sorte de shonen un peu, quoi, tu vois? C'est basique au possible. Karate Kid, à la base, c'est un shonen. Le mec, il connaît rien au karaté, même un neketsu, tu vois, les trucs où. Moi, ça m'a toujours plu. D'ailleurs, c'est souvent les films comme ça. Mais regarde, Rocky, moi, tout ça, j'aime bien. Moi, ça a bercé finalement toute mon enfance sur ces trucs-là. Ça a amené de l'eau au moulin de ce que je voulais faire. Et c'est clair que moi, j'ai toujours voulu créer un. Alors, je ne vais pas dans l'idée spécialement de créer un manga, même si ça a toujours été un rêve. Mais bon, c'est un peu comme l'histoire de Shenmue. Je me suis pas dit, tiens, je vais créer un manga, machin. Non.
C'est des opportunités qui font que, ah ouais, là, j'ai telle idée, ça pourrait matcher. Est-ce que le mec à qui je vais demander, est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce que machin? Et après, quand tout est greenlighté par tout le monde, bah, tu peux sortir un manga comme celui-là. Mais c'est clair que il faut se rappeler que Blitz n'était pas du tout attendu. En général, moi je suis évidemment le scénariste, mais il y a un dessinateur japonais, mais donc évidemment tout le monde dit c'est un manga français, donc ça part avec un handicap en général. Donc, mais c'est bien que les gens maintenant ont compris, surtout avec le rythme de diffusion de Blitz, que bon, c'était vraiment un manga japonais tout simplement, et que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un au scénario qui est français que ça devient un manga français. Et ce qui est aussi très intéressant, tu m'as trouvé quelque juste chose. de retomber dessus, c'est à la fin le post-face où tu as une explication quand même de Kasparov qui explique que c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu de l'échec, bien entendu, ça on va l'apprendre à personne, mais qu'il essaye de promouvoir l'échec à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, bon, je laisse quand même les gens l'acheter parce que c'est vraiment très intéressant, mais qu'il essaye de promouvoir au Japon, par exemple, qui est plus connu là-bas, le shoujo, et il essaye de promouvoir le shogi. Le shogi, pardon. Et je suis plus mahjong, c'est pour ça que je me suis trompé. Et ce qui est intéressant, les shoujo, il n'y a pas de problème. Oui, il y a les shoujo, tu peux aimer ça. On porte pas de jugement. Encore autre chose. Non, ce qui est très, très intéressant, c'est que il a, grâce à ton idée de faire un manga, il le promouvoit à travers quelque chose de leur culture à eux. Donc, c'est très intéressant de pousser le truc parce que là-bas, ils n'ont pas forcément la culture de l'échec. Donc, je trouvais ça très intéressant comme post-face. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'il m'a dit dès le départ. C'est vrai que quelqu'un comme Kasparov, qui est super connu, qui va faire des speeches à l'ONU, qui est un mec qui a aucun rapport avec l'univers des mangas et qui ne connaît pas cet univers. Il connaît un peu Astro Boy quand même, mais il a dû voir ça quand il était un peu plus jeune, mais en animé, quoi, du coup. Mais il connaît strictement le manga, mais comme il est intelligent, il sait que par l'intermédiaire du manga, il va pouvoir parler à des gens qu'il ne touche pas habituellement. Et c'est vrai que c'est effectivement le cas au Japon, un pays où les échecs, c'est pas très connu, mais c'est aussi le cas pour les jeunes. Parce que d'ailleurs, il suffit de voir le succès qu'il y a eu sur Netflix avec le jeu de la dame. Exactement. Et le succès des échecs en ligne. Parce que depuis le confinement, ça n'arrête pas. Il y a sur Twitch et tout, c'est la folie des échecs. J'allais faire une parenthèse sur ça. Donc, tu as Blitz, le manga qui est un shonen, mais l'histoire de Blitz en elle-même, c'est un peu un shonen aussi. De la manière dont il est sorti, alors je dis pas de bêtises, c'est le tome 1 sort en pleine pandémie, ou je crois que même le jour du confinement, pas loin de ça, non? Alors c'est simple, le tome 1, il est sorti le 14 février 2020. Donc je crois que 3 semaines après ou 4 semaines après, c'était le confinement, il me semble. Je n'ai plus les dates exactes, mais bon. Donc suite à ça, donc bon, forcément un niveau plus compliqué, mais pas que. Blitz n'est sur aucun marketplace, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Alors, en fait, on n'est pas sur Amazon parce que Monaco n'a pas le droit, on est une entreprise monégasque, je le rappelle, et Monaco n'a pas le droit à sa marketplace Amazon. Donc j'ai appris ça quand j'ai essayé de mettre Blitz sur Amazon. Bon, ok, mais c'est pas grave. Après, et malgré tout ça, comme dans les shonen où on avance malgré les intempéries, les difficultés, Blitz, il est là parce que, comme tu disais juste avant, bim, il y a un boom de l'e-sport au même moment sur les échecs. Donc, en numéro 1 de Twitch, c'est les échecs en ligne. Mais c'est ouf, ouais, c'est ouf. Dans la même foulée, où tu as, comme tu disais, le succès planétaire du jeu de la dame qui sort sur Netflix, je crois, le même jour que le tome 2 de Blitz, et c'est même pas voulu. De toute façon, c'est impossible à savoir, ça. Alors, c'est impossible à le planifier. De toute façon, pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a aucune connaissance à ce moment-là de la date de sortie du jeu de la dame. Et les offices, comme ça s'appelle dans l'édition, sont planifiés à l'avance. Et c'est le distributeur qui te dit quel office tu peux choisir pour sortir ton manga. Donc, du coup, il y avait aucune possibilité, sauf le destin qui fait qu'on sort effectivement le même jour, le tome 2 sort le même jour que le jeu de la dame. Enfin, c'est dingue. Et le truc qui est ouf, je ne sais pas si tu l'as noté, mais tu as vu la couverture du tome 2, c'est Harmony, notre héroïne. Oui. Et l'autre qui est Rookin aussi, oui, il y a un parallèle sans vouloir. Qui s'appelle Harmon, son nom de famille c'est Harmon, et nous le prénom de la fille c'est Harmony, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est beau. Il n'y a pas une embrouille là quand même. Et si on prend la structure du jeu de la dame, c'est un shonen. Vraiment, les scènes, les trucs, c'est un shonen. Il y a tout le pouvoir de l'amitié, il y a la totale dedans. C'est un shonen. Et d'ailleurs, il y a alors ils n'ont pas pu non plus regarder Blitz, ils avaient tourné, etc. avant, comme nous, on avait créé les choses avant, mais il y a des trucs qui sont similaires. Et c'est ça qui est bien quand elle joue au plafond, notamment, je ne vais pas faire de spoiler, mais quand elle s'imagine les pièces au plafond, on a un passage comme ça dans le tome 1 de Blitz. Enfin,
c'est super cool. Et puis après, on se prend le deuxième confinement 3 semaines après la sortie du tome 2 aussi, hein, pareil. Hein. Et Bon, il y a un confinement moins dur quand même, mais Non, un moins dur, c'est confinement sûr, quand même. c'est sûr. On retrouve du coup, je pense, de par ce que tu aimes dans le manga, c'est qu'il y a un aspect très cinématographique pour appuyer les scènes de jeux d'échecs et qui rend, du coup, je pense, ça très accessible, pardon, que ce soit après à travers le côté un peu heroic fantasy, etc. On peut même voir la couverture de tome 3 qui est, je pense, un hommage non caché à Berserk, qui est la couverture, j'ai pas le Ouais, tome ouais, 3 sur moi, elle est sublime. non, mais en fait, je sais pas si je l'ai, je peux peut-être le montrer là. Ah ouais, je l'ai évidemment. Attends. Yop, voilà, en mode Guts Voilà. et Griffith, magnifique, magnifique. Il y a plein de personnes à la librairie qui m'ont dit, mais c'est Berserk ça? Je fais oui, 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 oui. Ah, Prends. la couverture du tome 4, elle devrait plaire aussi également. Ah. C'est un Rappelons truc que le de. tome 4 sort en juin, pas bêtise, non? Il sort le 25 juin, 25 juin. exactement. Il y a pas mal de surprises dans ce tome 4. Hein. Je ne vais pas en divulguer aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des choses très, très sympas dans ce tome 4. Et c'est vrai que bon, au niveau des sorties, c'est assez. Voilà, ça demande énormément de travail de sortir, parce que c'est que 4 mois après, finalement, la sortie du tome 3. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est cool, c'est que les lecteurs de Blitz, c'est vraiment ultra varié. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des enfants, on a des jeunes, des fans de manga, mais il y a aussi des adultes et des fans d'échecs. Il y a des gens qui sont venus en dédicace, qui n'avaient jamais ouvert de manga avant de lire Blitz, parce que ils ont lu Blitz, parce qu'ils s'intéressent aux échecs et ils ont voulu regarder ce manga sur les échecs. Donc ils m'ont dit, mais pourquoi c'est à l'envers? Enfin, ils m'ont posé des questions de base. Nous, depuis, voilà, à part ceux qui ont connu Dragon Ball à l'époque, qui était diffusé dans le sens de lecture français, on va dire, il n'y a plus, je pense, eu vraiment de manga dans ce sens-là. Donc les gens, ils découvrent complètement l'univers du manga et ça fait plaisir parce que ça amène des gens vers le manga. Bah, clairement, il y a ce côté, je vais faire un pari sur ce que tu dis, pardon, donc c'est très bien. La force de Blitz, c'est tu vas ratisser large, sens noble du terme, c'est que la personne qui est fan d'échecs va dire, oh tiens, quelque chose qui parle d'échecs, qui change du média d'habitude, qui va peut-être mettre les plus jeunes à se mettre dedans, parce que c'est aussi ça la force d'un shonen, et encore plus un shonen sur le sport, c'est de prendre n'importe quelle discipline. On peut voir avec Food Wars, avec Hiro no Go, Ah ouais, avec carrément. tu as envie d'en faire. Moi, gamin, je disais à John, petit, j'avais cherché un club de Go dans le Unis, il y en avait un, j'allais en faire tous les mercredis soirs. Donc Ah ouais, mais c'est la force de Hikaru no Go, c'était ouf aussi. oui, mais c'est ce qu'on ressent avec ce genre d'œuvre. Comme avec Blitz, c'est que quand bien même, moi je suis néophyte, donc je ne sais pas aux échecs, mais j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avancer en même temps que Tom. C'est ça aussi la force du shonen. Et la force d'un manga comme Blitz, tu dis, c'est ratisse large parce que aussi ça ouvre la porte au manga à des parents qui sont peut-être un peu plus stricts parce que les échecs, c'est forcément plus noble aussi. Ça, c'est très fort. Mais en fait c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que là, où si tu veux, on s'est pris un vent avec l'histoire de la marketplace, on a, nous, de notre côté, des atouts comme celui-là, parce que tu as des bonnes nouvelles aussi. Regarde, un truc moi, qui m'a fait super plaisir, c'est qu'on a eu une commande, une commande importante de Blitz chez Nature et Découverte. Et en fait, on est le seul manga chez Nature et Découverte. Et c'est ouf. C'est incroyable. Nature et découverte, que pourquoi? C'est génial. Et, voilà. Et je sais très bien que si on n'avait pas eu la thématique sur les échecs et évidemment la bonne presse qui est allée avec, on n'aurait pas pu faire ça. Quoi. C'est beau. Moi, j'aime bien cette histoire. Vraiment, le côté de Nature et découverte, c'est incroyable. John, est-ce que tu veux un petit parallèle à faire avec ça ou des questions sur Blitz? Je pense que je vais juste poser une question par rapport à son parcours aussi, qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué si j'ai le Vas-y. souvenir. Tu es connu pour avoir rebooté des mangas des années 80, tels que Cobra, par exemple. Et y aurait-il une envie, un projet de reboot d'un manga des années 90, voire 2000? Alors en fait, c'est devenu un petit peu plus difficile parce que j'ai l'impression que Netflix est sur le créneau et va tout nous faire. Et ils ont des moyens démesurés. Donc en fait, je peux pas dire non, mais il faut qu'une société comme Shibuya Productions, qui est très modeste en taille et en moyens, doit se positionner sur des choses très, très high level et très difficiles. En fait, c'est un peu comme ce que j'ai fait toute ma vie avec le Japon. Et si j'avais été consultant aux États-Unis, on serait peut-être certainement pas en train de parler. J'aurais été un des 400 000 consultants aux États-Unis. Le Japon, c'est un pays difficile. Déjà, il y a un écrémage. C'est pareil dans les projets que Shibuya Productions met en place. Plus c'est compliqué, plus on a une chance de faire quelque chose de très très lourd. Donc
Je dirais que si on doit rebooter pour répondre vraiment à ta question, si on doit rebooter un dessin animé des années 90 ou 2000, c'est clairement un truc impossible que les autres ne font pas, quoi. Un peu comme Ouais, Shenmue 3 oui, je comprends, j'ai où très tout le bien monde compris. a essayé. Hmm. Voilà. Mm. Donc, tout le monde a essayé, que ce soit Sony, Microsoft, et ils ont toujours ils sont pris des vents. Et nous, voilà, ça sera, je pense, la même chose. Il faut Bon, qu'on ait quelque chose qui soit réputé impossible à faire et qu'on le fasse. je vais essayer de placer une dernière question avant d'enchaîner sur les questions des auditeurs, parce que les questions des auditeurs, c'est important. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que ou est-ce qu'il est déjà publié au Japon, Blitz? Ah oui, il est publié au Japon sur Shonen Jump Plus. Oui. D'ailleurs, moi, j'étais super content que Shueisha accepte de publier Blitz parce que franchement, c'est la Bible du manga, hein, Shonen Jump. Clairement. Voilà, c'est le rédac chef qui a accepté. Donc, pour moi, c'est complètement dingue. Donc oui, c'est au Japon. Et là, on travaille sur une publication en Chine, ce qui est rare Et aussi. ça c'est très classe. J'allais te dire, oui, il y a le marché chinois qui s'ouvre à toi. Et est-ce que, alors peut-être je me trompe, hein, je pose la question néophyte, est-ce que c'est grâce au fait que tu aies fondé Iwa que cela soit possible, ouverture au marché en Chine, alors que peut-être tu serais resté dans une maison d'édition en France, ça aurait peut-être cloisonné l'idée, alors que Iwa, c'est peut-être quelque chose que toi, tu peux maîtriser de A à Z, justement, cette volonté-là? Alors, c'est pas exactement ça, mais ça en fait partie. Parce que ce qui est vrai, c'est que Iwa, c'est notre maison d'édition où on est complètement indépendant, donc on fait ce qu'on veut. Donc ça veut dire que oui, je peux décider d'aller en Chine, je peux décider d'aller aux États-Unis. Il y a personne pour me dire quoi que ce soit. Mais la vraie raison derrière laquelle ça peut fonctionner pour nous de faire des choses en Chine ou autre, c'est parce qu'on a un réseau existant avec tous les business que j'ai déjà fait par le passé. C'est-à-dire que si j'étais juste dans la case éditeur, je pense que ça serait très compliqué, surtout avec tous les gros éditeurs qui existent déjà et des mecs qui font très très bien leur travail. Franchement, je prends toujours un éditeur en exemple. Je pense qu'il doit se dire, mais pourquoi il parle toujours de moi, ce mec, dans les interviews, s'il écoute. Mais c'est Kiun. Kiun, pour moi, c'est génial. Ah, mais moi, Putain, c'est mes favoris. Je dis pas ça pour leur passer ouais, la voix mais parce que je travaille avec eux en ce moment. Et Kiyun, c'est jeune, c'est moderne, c'est des amis qui connaissent bien le métier. Ils ont des IP incroyables. Kiyun, ça fait le taf. Hein. regarde Kiun, tu prends les fondateurs, Ahmed et Ahmed, sa ouais. femme, j'ai plus son prénom en tête, elle me pardonnera, mais euh, c'est des killers. Non, Ils clairement. avaient un rêve, ils ont fait ce qu'il fallait, Puis, ils ont bossé comme des malades, et ils en sont France, humbles surtout. voilà, en France, c'est dur quand tu as Monsieur Jacques Glénat, quand tu as ces institutions qui ont les plus grosses IP. Alors, des petites maisons d'édition, il y en a tous les jours, mais arriver à tenir la tête à ça, arriver, dire voilà, shop My Hero, shop Jujutsu, Exactement, shop ça, exactement. c'est compliqué. Hein. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est des gens qui réussissent très très bien dans l'édition et qui enfin, il n'y a pas de secret, quoi. Quand tu te défonces, tu fais des trucs et tu as cité effectivement des maisons d'édition qui sont des éléphants et qui font pas de cadeaux, je pense. Donc, à mon avis, ils se sont pris 2-3 savonnettes, quoi, tu vois. Donc voilà. Passons sur cet aspect-là. Mais nous, notre force, c'est Shibuya Productions, c'est le réseau. Ça veut dire qu'on est capable de faire ce que certains ne peuvent pas faire, tout simplement. Clairement, mais la force d'un réseau, ça fait tout, ça fait la différence. Hein. La personnalité, le réseau, il ne faut pas sous-estimer ça dans le monde du travail, dans tous les milieux. Regarde, on parlait de Shonen Jump. Shonen Jump, on organise chaque année un concours de manga avec Shueisha, Shibuya Productions, et le gagnant, il gagne un mois au Japon, il va visiter Shonen Jump, il est édité dans Shonen Jump, il peut espérer travailler avec Shonen Jump, mais personne ne fait ça. Oui, ça t'est jamais vu, clairement. C'est quelque chose Voilà. d'incroyable, cette chance donnée. Mec, bref, on s'est compris sur ça. C'est quelque chose d'assez fou. Dernière ligne droite, on va rusher les questions. Enfin, on va pas rusher, on va toutes les faire. Du moins, on va essayer. Les questions des auditeurs. Cédric, est-ce parfois difficile d'entreprendre et de gérer une activité comme celle-ci qui est liée à votre passion? Cela ne vous fait pas en avoir marre de ce que vous aimez à la base? Côté passion, métier passion. Ouais, alors c'est une question un petit peu difficile parce que si je prends certains exemples précis, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration. Je te donne l'exemple simple de Shenmue 3, par exemple. Bon, bah, c'est sûr que quand tu connais déjà tout, avant que le jeu soit sorti, tu prends pas évidemment le même plaisir quand tu joues au jeu. Et c'est pareil pour Death Stranding, par exemple. Tu sais, quand tu as participé aux séances de mocap, que tu as participé au jeu, que tu as fait des choses, et que le jeu sort, c'est pas exactement la même chose. Donc là-dessus, oui. Après, sinon, c'est quand même super cool de pouvoir discuter avec les auteurs, les artistes,
d'être vraiment dans cette industrie. Et surtout, moi, j'ai une chance extraordinaire là-dedans, c'est que j'arrive à peu près à concilier la partie business, la partie artistique, d'avoir plusieurs casquettes, c'est génial. Je ne pourrais pas être juste content d'être scénariste de manga ou juste content de faire du business à côté. Vraiment d'être présent dans l'ensemble de l'écosystème, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Très bien. Pardon. Quels sont les profils artistiques et ou créatifs que vous cherchez au sein de votre production? Ça, c'est une question vraiment difficile parce que pour moi, je vais te dire que toutes les questions sont difficiles, remarque si je continue comme ça. Mais en fait, moi, je cherche des passionnés. Alors, on va revenir à la première discussion qu'on a eue. Alors, le vrai profil que je recherche, mais tout confondu, c'est des mecs qui font ce qu'ils disent. Et ça peut paraître con de le dire comme ça, mais en fait, c'est très rare. Donc, du coup, même si le mec est un killer et qui fait des trucs qui tabassent et qu'il ne fait pas ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. Quel est l'état d'avancement de la série d'animation Astro Boy? Alors, ça fait très très longtemps qu'on est sur ce projet. On a des annonces que l'on va faire dans les prochains mois. Alors, normalement, d'ici l'été, on va pouvoir dire quelque chose. Mais j'aime pas trop m'avancer. Le problème, c'est qu'il y a tous les fans qui nous demandent des news, ce que je comprends évidemment. Et d'un autre côté, nous, on peut pas trop en dire parce qu'on a des devoirs de confidentialité, mais vraiment parce qu'on a signé avec des grosses structures. Donc bon, voilà, ça avance lentement, mais sûrement. Mais bon, il y a du positif en tout cas. Il y a du positif. Bon, c'est déjà ça. Comment avez-vous pu faire participer Gary Gasparov sur Blitz et quel est son degré d'implication? Je lui ai envoyé un mail à sa boîte, donc je connaissais pas son email perso, je précise, donc j'ai envoyé un mail, ouais, j'ai ce projet, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble dessus, et il m'a donné rendez-vous à ma grande surprise à Paris, parce qu'il était de passage à Paris à ce moment-là, et je lui ai présenté, et il était super content de cette opportunité, il m'a dit oui tout de suite. Là où j'ai été super content, c'est qu'il a accepté aussi d'apparaître, parce que bon, à la base, moi, je voulais des conseils sur les échecs, et à un moment, je dis ouais, ça serait bien, peut-être que si vous pouviez apparaître comme personnage, ça serait cool. Et du coup, ça répond à la deuxième partie de la question. Son rôle est très simple, enfin très clair en tout cas. C'est un des personnages de Blitz, et c'est aussi celui qui supervise les parties les plus importantes. Voilà. Question, comment Shibuya Production, je pense que c'est une question qu'on va te poser, John et moi aussi sur ça, comment Shibuya Prod a passé cette dernière année marquée par la Covid-19? Alors, comme tout le monde, on s'est demandé ce qui allait vraiment se passer. Mais par contre, très vite, une fois qu'on était en mode confinement, bon déjà, on a tout de suite pensé à comment se diversifier. Donc, et on l'a fait, parce que là, d'ailleurs, vous allez bientôt voir, on va communiquer un petit peu plus au niveau public sur ce que l'on fait. On va vers ce qu'on appelle la distraction utile. C'est le terme qu'on a trouvé, c'est-à-dire continuer dans le divertissement, mais pour obtenir des choses concrètes. Alors ça peut être du bien-être, par exemple, on a développé un système qui permet de faire du sport tout en s'amusant. Je l'ai vu, c'est pas un jeu sur les Jeux Olympiques, c'est ça, non? Ouais. Alors ça, c'est une partie de l'iceberg, on va dire. On a un device connecté, en fait, à base d'isométrie, d'exercice isométrique. On a une application et on a créé des jeux. Et avec ça, on peut vraiment faire du sport. Il faut savoir que voilà, c'est déjà utilisé par des équipes professionnelles, donc et pas les moindres, parce que par exemple, il y a les Steelers de Pittsburgh qui ont gagné 5 ou 6 fois le Super Bowl. Et il y a les All Blacks aussi qui l'utilisent au rugby. Donc c'est voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça encore, mais c'est vraiment plus qu'un projet, parce que c'est commercialisé maintenant et on va en parler de plus en plus. Et ça, c'est une des parties qu'on a pensé pendant le confinement. Et une autre qui est vraiment sur un sujet complètement différent, mais c'est l'environnement. Là aussi, pareil, toujours dans la catégorie distraction utile, on ne va pas faire des contenus sur l'environnement, ça tout le monde le fait, tout le monde a déjà fait. Pour moi, personnellement, il n'y a pas trop d'intérêt, on va dire. Mais par contre, faire participer activement les personnes par l'intermédiaire du jeu, participer les personnes à l'environnement, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils jettent par exemple leur masque par terre, ils aient quelque chose de mieux à faire dans la partie gamification, tout ça.
Voilà, on a pensé à tout un tas de choses concrètes qu'on est en train de mettre en place. Ça paraît un peu abstrait comme ça, parce que la manière dont je l'explique, c'est mieux de le voir. Mais on a développé tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est bientôt, là, sur cette partie-là, ça va être bientôt annoncé. On va dire. Parfait, parfait. Non, on n'a pas chômé. On n'a pas chômé. Écoutez, Mais d'ailleurs, c'était le leitmotiv dans la boîte. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il y a une époque, bon là c'est encore un peu le cas, mais moins qu'avant, où chaque jour il y avait une news différente. Si vous vous rappelez, c'est pas si vieux. Chaque jour, c'était pire que la veille. Donc on se disait, il faut qu'on trouve le moyen de faire des choses, parce que tout le monde dit, oh mais les espèces de jeux vidéo, de machin, c'est tranquille pour vous, tout le monde joue. Et oui, mais les gars, il faut les créer les jeux. Ok, une fois que le jeu est créé et qu'il faut juste le vendre, ah bah là c'est carton, c'est sûr, pas de problème. Tout le monde joue, tout le monde est chez soi et machin. Mais quand le jeu il faut le développer, hein, les zooms, ça va 2 minutes quoi. On est d'accord. En tout cas, très bonne réponse. On a hâte de voir tous ces projets. Et comme tu dis, quand on est dans ce genre de business-là, il faut savoir se renouveler en permanence aussi et pas rester sur des acquis, des fondamentaux. Et c'est aussi le propre de ce milieu-là, c'est toujours être attendu là où on ne nous attend pas, si ma phrase est correcte. Franchement, j'ai fait bouger toutes les lignes. J'ai fait bouger. Là, on a tous allumé notre cerveau et on l'a fait tourner à plein régime pendant les mois de confinement et on a beaucoup brainstormé. Et d'ailleurs, alors je vais pas dire que c'est une bonne expérience parce que ça sera jamais une bonne expérience, je pense qu'on a tous vécu, mais en tout cas c'est une expérience quand même qui a permis pour moi personnellement de me poser, parce que vous savez, c'est pas un truc que j'ai dit, mais moi je suis toujours en voyage, principalement au Japon, en Chine, aux États-Unis, mais genre beaucoup, c'est-à-dire allez, tous les 15 jours je pense, un truc comme ça, donc c'est assez énorme. Et là plus de voyage du tout, donc c'est-à-dire vraiment le temps de penser, parce que quand tu es en voyage, moi, dans les avions, tu vois, je regarde des films, machin, je suis pas en mode, voilà, j'ai besoin de... C'est quand même du stress, les voyages, quoi, quand même. Et des rendez-vous, des trucs à préparer là, du temps pour penser, c'était nickel. Très bien. On arrive sur la fin de l'émission. Il y avait d'autres questions, mais le temps nous manque et le temps file, le temps passe. Oh là là. Oui. On finit l'émission avec, du coup, la personnalité que tu as choisie, à savoir Elon Musk. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Elon Musk. En tout cas, ce serait quand même assez étrange. J'ai pris une citation que je trouve te colle plutôt bien sur la vision du travail, de l'entrepreneuriat et de la créativité. C'est « Travailler comme un diable ». Je veux dire que vous devez juste passer entre 80 et 100 heures par semaine, ce qui améliore les chances de succès. Si d'autres personnes font des semaines de travail de 40 heures et que vous investissez 100 heures de travail, alors, même si vous faites la même chose, vous savez que vous réaliserez en 4 mois ce qu'il leur faut 1 année pour accomplir. Et moi, c'est un peu cette image que j'ai de toi, Cédric. C'est une personne qui donne tout ce qu'il a pour entreprendre, excusez-moi de mon petit lapsus, ce qu'il aime faire. Peu importe ce qu'on lui dit, t'écoutes pas les tendances, t'écoutes ce que t'aimes toi, et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Merci. C'est vrai que d'un autre côté, mais il y a une raison. Hein. C'est pas un excès de confiance. La raison pour laquelle je m'écoute moi, c'est que souvent, là où je veux aller, il n'y a pas grand monde pour donner un conseil, parce que c'est un endroit où soit personne n'a été, soit c'était compliqué, ou soit quelqu'un a peut-être réussi, mais il ne veut pas me donner l'info aussi, ça existe. Ah oui, il faut batailler, hein, c'est mieux faire. Non, mais c'est ça. Mais par exemple, le Japon, moi, c'était que ça, que de la découverte tout le temps. Le manga, c'est que de la découverte toujours. Il a fallu créer une maison d'édition, il a fallu, je veux dire, tout ça, c'est de la découverte. Il faut à chaque fois y aller avec sa sagaie là comme ça et taillader dans la cambrousse. Mais par contre, c'est ce qui est fun. Honnêtement, c'est ce qui est fun. Moi, tous les projets que l'on met en place, tout ce que je te dis là, parce que c'est vrai que j'en parle assez peu là. C'est vrai qu'on est une émission là, c'est une émission plutôt fun, cool et tout. Les trucs, je t'ai parlé de distraction utile, ça fait un peu pompeux. Mais en vrai, dans la réalité, c'est vraiment là où j'ai mis les forces de l'entreprise aujourd'hui. Et j'espère que les auditeurs vont comprendre, vont mieux comprendre, en tout cas lorsque ça sera sur le marché, ce que j'ai voulu dire, parce que là, on va vraiment vers des choses innovantes. Il y a personne. Et la raison pour laquelle je prends Elon Musk, c'est parce que pour moi, c'est un ouf, ce mec. Le mec, il dit, ouais, je veux aller sur Mars. Oui, autant moi, j'ai dit, je veux faire Shenmue 3, mais je suis un rigolo. Lui, il dit, je vais aller sur Mars, il y va. Donc, je veux dire... il veut refaire Jurassic Park, en plus. À la base, le mec crée PayPal, il devient riche, et il fait, non, je vais essayer de sauver le monde. Mais c'est Iron Man. Elon Musk est Iron Man. Ouais, je pense qu'honnêtement,
c'est la personnalité la plus proche d'Iron Man Clairement. que l'on a, parce que le mec, il est capable, il a la capacité financière qui s'est créée de pouvoir développer tous ses rêves. Je veux dire, mais on en rigole, mais le gars, là, tout le monde SpaceX, mais c'est presque, on oublie que le mec, il a fait Tesla. Non, mais On est, on parce est que d'accord, on est des fois, d'accord. on rigole. Les gens le Quand prennent on regarde presque le mec pour qui fait pour Tesla, un excentrique maintenant, alors que non, le mec, c'est oui, une tête, il s'est fait tout seul, il est intestable. Mais je pense que les gens ont du mal, aiment pas trop ça aussi. non, Aux alors ils États-Unis aiment. plus, mais en France, on a du mal avec la réussite. C'est très français, ça. Bah, ouais, alors moi, je l'ai expérimenté à mon très petit niveau parce que, encore une fois, je peux pas du tout dire que j'ai réussi quoi que ce soit pour l'instant. J'espère, parce qu'il y a des possibilités de faire des choses, mais moi, c'est toujours l'exemple de Shenmue, il est frappant. Parce que je me rappelle, on a fait un Kickstarter, on a battu des records du monde et tout ça. Les Américains, les Japonais, tout le monde super content. Oh putain, les Français, c'est qui ce mec? Pourquoi On est c'est qui ce d'accord. Français là dans le truc? Enfin, tout de suite, louche, je sais pas, un truc négatif à dire. Et après, c'est vrai que ça m'a souvent saoulé, ça fait un peu le truc nul n'est prophète en son pays. Mais en fait, quand je vois, alors je vais surtout pas me comparer à Musk, mais c'est pas que Musk, c'est plein de gens. Qu'est-ce qu'il se prend dans la gueule, le mec? Le mec, pour moi, il est intouchable, normalement. On est Bah, le d'accord. mec, non, il se prend des scuds encore. Le mec, il nous ramène, l'humanité quand même dans l'espace, sur la Lune, et on va aller sur Mars grâce à lui. Il a créé des voitures électriques de malades, et le mec, il se prend des scuds encore. Bon, alors, tu sais que c'est bon. Les scuds, on en prendra toute notre vie. Il y aura toujours Sûr. des mecs pour dire que ça va pas et que c'est pas bien. Et il faut le prendre avec philosophie. Mais c'est ça, mais c'est ce qui fait avancer, de toute façon, c'est aussi ça, être entrepreneur, si je peux dire, c'est Bah, c'est ça. être Après, un peu avoir un gilet pare-balles H24. c'est ça. Mais la prise de risque, de toute façon, elle n'est pas récompensée en France. Hein. Je Oui, veux oui, dire, bah, il n'y a ça, personne qui clairement. va te dire ah ouais, le mec, il a réussi ça, mais c'est parce que derrière, il s'est mis, là, il s'est mis minable. Quoi. Bah non, là, ça, c'est sûr que personne ne va l'avoir. Non, non, c'est encore un salaud de patron. Oh là là. Ah non, mais c'est vrai, quoi. Ah, mais tu as raison, tu as Moi, raison. mais je le vois à mon niveau de microbe. Donc j'imagine les autres, ceux qui ont Oui. vraiment des gros business. Mm. Mais je comprends qu'ils se mettent dans des tours d'ivoire, les types, parce qu'ils veulent pas, sinon, Faut que rien tu te faire. préserves, oui, clairement. Je pense Ah, qu'il faut se préserver au bout d'un moment. Cédric, je te remercie énormément pour ton temps, en tout cas. bah, merci à tous les deux, c'était super cool. Écoute, un plaisir. J'invite tout le monde à se procurer le manga Blitz, 3 tomes actuellement. Le tome 4 sort, redis-moi la date, mi-juin, c'est ça? C'est le 25 juin. Ouais, Le 25 juin 25 pour juin, le et tome 4. ça monte, c'est de mieux en mieux. Même le dessin est de plus en plus bluffant. Vraiment, pour un tome 1, Ah, tome c'est 3, cool. voilà. Et apparemment, tu Ça aurais fait plaisir. réfléchi à aller déjà jusqu'au tome 20. C'est pas de bêtise, ce qui est assez fou. Ouais, alors même un peu plus hein, du coup maintenant, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées pour Blitz et qui sont déjà mises en place. Et bah, moi déjà, je suis en train d'écrire beaucoup plus loin dans l'histoire. En fait, j'ai déjà toute la trame pour au moins 20 tomes. Mais moi déjà, là, je suis déjà sur le tome 7 que j'ai fini vraiment entièrement. Donc voilà, il y a du taf. Bah, de Écoute, toute façon, il faut que je travaille la nuit hein, du coup pour faire un manga, parce que vu toutes les autres activités, il faut bien trouver un petit moment. exactement. Du coup, retrouvez Blitz dans tous les bons kiosques. Le tome 4 sort en juin. Suivez du coup les réseaux sociaux de Shibuya Productions et du Magic pour les prochaines annonces. On espère Astro Boy et tous les projets dont Cédric nous a fait pas récemment. En tout cas, Cédric, on te dit à très bientôt. Plaisir de te recevoir dans l'émission. Bah, Et on va merci, finir du coup avec avec ta plaisir. chanson qui est Einer Light, qui est l'opening de Hajime no Ippo. Ça, Ah bah voilà, top, top. impeccable, impeccable. Et n'oubliez Parfait. pas, les gens passionnés sont des gens passionnants. Bonne soirée sur Agora Côte d'Azur. Et au revoir John aussi. Au revoir. Salut. Impeccable, impeccable.